Par un mardi matin étouffant de la fin d'août, dans un collège public de la banlieue lyonnaise, Malik entra dans la salle de classe avec quelques minutes de retard. Ce n'était pas la première fois, mais ce jour-là, son pas semblait plus lourd que d'habitude. Sa vieille sacoche pendait sur son épaule, et son dos, douloureux depuis le week-end, l'obligeait à rester un peu courbé. Il n'avait pas dormi beaucoup, ça se voyait à ses yeux fatigués. Comme souvent, personne ne lui adressa vraiment un mot, sauf la professeure de maths, Madame Morel, dont le ton mordant était bien connu parmi les élèves. « Vous ne manquez jamais une occasion de vous faire remarquer, hein, Malik ?» dit-elle d'un ton sec en le fixant. Sans attendre sa réponse, elle effaça le tableau et inscrivit une longue équation, plus complexe que celle qu'il voyait en cours. Puis elle se tourna vers la classe, son regard glacial vissé sur lui. « Allons voir si le petit génie noir peut résoudre ça, lança-t-elle, comme si c'était un jeu. » Quelques rires nerveux éclatèrent dans les rangs du fond. D'autres baissèrent les yeux gênés. Malik, lui, ne dit rien. Il ne leva pas les bras. Il ne protesta pas. Il se contenta d'ignorer les regards et les petits gloussements autour de lui. Il demanda silencieusement la craie que Madame Morel laissa tomber sur le coin du bureau. Il s'approcha du tableau lentement, ressentant chaque pas dans son dos raide. Puis, debout, face à l'équation, il inspira profondément. Il n'entendait plus rien. Même les murmures semblaient très loin. Le temps s'était arrêté. Il commença à noter, ligne après ligne, exact, précis. Sa main avançait sans trembler, chaque écriture s'enchaînant comme un rythme intérieur qu'il connaissait depuis toujours. Quand il posa la dernière ligne, personne ne parlait. Même les plus moqueurs avaient la bouche fermée. Madame Morel s'approcha pour vérifier. Elle fronça les sourcils, resta figée quelques secondes, puis se retourna sans un mot. Malik regagna sa place. Il n'avait répondu à personne, ni au rire, ni au test injuste. Il avait juste montré sans bruit qu'il existait. Et ce jour-là, dans ce silence inhabituel, quelque chose avait changé. Peut-être pas dans le système, mais dans les regards. Le silence tomba d'un coup, lourd, comme si l'air venait de disparaître de la pièce. Sur le tableau, les lignes écrites par Malik formaient une solution nette, exacte et propre. Il n'y avait pas d'erreur, pas une seule. Même les élèves les plus forts en maths le comprirent tout de suite. Pourtant, au lieu d'un mot de reconnaissance, Madame Morel restait figée. Sa mâchoire serrée, le visage tendu, elle s'approcha, lentement du tableau. Elle ne regarda même pas Malik. Elle prit une feuille sur son bureau, recopia quelques lignes de l'équation résolue, puis, brutalement, la déchira en fines bandes, laissant les morceaux tomber par terre sans un mot. De plus, c'est impossible. C'est de la triche, dit-elle froidement, comme si elle tentait désespérément de garder la main sur quelque chose qui lui glissait entre les doigts. Des murmures se levèrent, timides, incertains. Certains échanges de regards rapides entre élèves montraient qu'ils avaient compris qu'il s'était passé autre chose, quelque chose qui ne tournait pas rond. Malik, lui, fixait ses pieds. La honte l'avait frappé, même s'il savait qu'il n'avait rien fait de mal. Il aurait voulu disparaître, juste quelques secondes. Mais en même temps, au fond de lui, une sorte de colère tranquille ne s'éteignait pas. C'était une brèche. Il n'avait pas grandi avec l'habitude de répondre. Alors, il ne dit rien. Mais quelqu'un d'autre, cette fois, refusa de se taire. Au fond de la salle, une chaise bougea légèrement. On entendit un bruit de cahier qu'on referme. Une voix, douce mais claire. Isabelle, une élève toujours discrète, déclara, en regardant vers le tableau. « Malik a peut-être tout fait lui-même. Madame, vous avez vu comment il a fait étape après étape ?» Un silence plus dense encore suivit. Tous les yeux se dirigèrent vers Isabelle. Personne ne l'avait jamais vraiment remarqué jusqu'ici, elle non plus, et maintenant elle avait ouvert une faille dans le mur. Madame Morel resta sans réaction pendant quelques secondes. Puis elle tourna la tête, visiblement gênée. L'inconfort se propagea dans la classe, palpable. Ce commentaire, en apparence si petit, venait tout juste de déplacer le centre de la pièce. Pour la première fois, ce n'était plus la professeure qui dictait l'ambiance.
Et ça, c'était nouveau pour tout le monde. Les jours suivants, les couloirs du collège Paul-Éluard, en périphérie de Marseille, devinrent un vrai terrain de rumeurs. Ce qui s'était passé en cours de maths avec Madame Morel avait vite dépassé les murs de la salle 104. Certains élèves se moquaient, prétendant que Malik avait triché pour impressionner ou qu'un adulte lui avait soufflé la réponse par message. D'autres, plus curieux, se demandaient s'il était vraiment capable de résoudre ce genre de problème tout seul. En tout cas, presque tout le monde en parlait. Et comme souvent dans ces cas-là, ceux qui ne disaient rien regardaient avec des yeux qui en disaient long. Malik, lui, s'était refermé encore un peu plus. Il passait désormais les journées sans vraiment lever la tête, sans adresser la parole à qui que ce soit, en dehors de l'essentiel. À la fin des cours, il sortait rapidement sans passer par la cour et prenait toujours la même rue étroite, bordée de platanes, pour rejoindre un petit local associatif du quartier, l'espace quartier libre. C'était un lieu calme, loin, du bruit du collège. Là-bas, chaque mercredi après-midi, Malik donnait un coup de main pour ranger les rayons de la bibliothèque. Il dépoussiérait les livres, classait les encyclopédies, et en échange, on lui laissait du temps pour lire ou étudier en paix. C'était devenu son refuge. Ce jour-là, alors qu'il avait à peine commencé à trier une pile de vieux manuels, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais osé faire avant. Il alla chercher Claire, sa professeure de sciences, qui animait parfois des ateliers dans l'association. Elle était en train de préparer quelques tableaux pour un projet sur la biodiversité. Malik l'aborda discrètement, le regard fuyant, son cahier bien serré contre lui. « Je voulais juste vous montrer un truc, murmura-t-il. Je sais pas si c'est... Enfin, voilà. » Il ouvrit le cahier à la bonne page. À côté de ses notes de cours, il avait dessiné les grandes lignes d'un projet pour la semaine de l'environnement, avec des calculs précis sur les effets de l'urbanisation rapide sur la faune locale. Claire tourna lentement les pages, lisant en silence. Quand elle releva enfin la tête, elle ne souriait pas. Elle le regardait simplement. Dans ses yeux, aucun doute, juste de l'estime. Et Malik, lui, sentit pour la première fois depuis longtemps que quelqu'un voyait vraiment ce qu'il portait en lui. Cette nuit-là, Claire ne ferma presque pas l'œil. Allongée dans son lit, les images du cahier de Malik lui revenaient sans cesse. Les schémas, les calculs, les hypothèses écrites avec rigueur. Tout lui trottait dans la tête comme un tambour qui ne voulait pas s'arrêter. Ce gamin n'était pas juste bon, il était carrément en avance, et pourtant il se faisait ignorer, voire écraser depuis le début de l'année. Elle le savait déjà en partie, mais là, ça prenait une autre dimension. Elle repensa à tous les élèves qu'elle avait vus passer, et aucun n'avait jamais posé un raisonnement de cette complexité à cet âge. Au petit matin, sans même finir son café, Claire prit son sac, glissa quelques feuilles sous le bras et marcha d'un pas tendu vers le bureau du proviseur, Monsieur Lemoine. Elle tapa 2 fois et entra sans vraiment attendre l'invitation. Lemoine leva les yeux de son ordinateur, surpris. « Claire, tout va bien ?» Elle inspira profondément. « Non, Malik est un génie et on est en train de le laisser tomber. Pire encore, on le met dans une position où il doit sans cesse se défendre de compétences qu'il a prouvées. » Lemoine fronça les sourcils, croisa les bras et s'adossa à son fauteuil comme pour gagner du temps. « Attendez, on essaie d'être équitable avec tous les élèves. Il y a des règles. Oui, mais le problème, c'est que ces règles-là favorisent toujours les mêmes et étouffent les autres. Ce gamin est brillant, et au lieu d'en faire une force pour l'école, on le traite comme s'il devait s'excuser d'être intelligent. » Après quelques échanges tendus, Lemoine proposa une solution qu'il espérait neutre, presque administrative, un test conçu par des évaluateurs extérieurs, indépendants de l'établissement, en présence d'un superviseur. S'il réussissait, personne ne pourrait contester ses capacités. Claire réfléchit une seconde, puis hocha la tête. « D'accord, mais à une seule condition, que Malik ait le temps de se préparer, dans de bonnes conditions, et qu'il soit autorisé à venir accompagner. Il doit se sentir soutenu, compris. Il a le droit d'avoir quelqu'un de son choix avec lui.
Le moine soupira, comme s'il savait déjà qu'il n'aurait pas vraiment le dernier mot. « Très bien, faites comme vous le sentez, mais faites-le vite. » De retour à l'espace quartier. Libre en fin d'après-midi, Malik reprit sa place habituelle, coincé entre deux étagères bancales pleines de livres en vrac. C'était son coin favori, un petit carré tranquille, où personne ne venait le déranger. Mais ce jour-là, il ne sortit pas ses cahiers tout de suite. Il resta un moment à fixer l'écran de la tablette qu'on lui prêtait de temps en temps, hésitant à taper ce qu'il avait en tête depuis le matin. Finalement, après avoir relu 3 fois ses phrases, il écrivit un message simple mais sincère à Karim, un ancien mentor croisé il y a presque un an lors d'un programme municipal qui soutenait les jeunes passionnés de sciences. Ils n'avaient plus échangé depuis plusieurs mois. La vie, les cours, les responsabilités, chacun avait repris son chemin. Mais Malik se souvenait très bien de la patience de cet homme-là, de sa voix calme, de la façon dont il ne le regardait jamais de haut, même quand il tâtonnait dans ses explications. Il appuya sur « envoyer » presque à contre-cœur, sans trop attendre de réponse rapide. Il se disait que Karim était sûrement occupé dans un autre projet ou même dans une autre ville. Mais à peine 1 heure plus tard, une notification s'afficha. Le message était court, direct, évident. « J'arrive dans 3 jours. Prépare-toi, ton moment est arrivé. » Malik relut la phrase plusieurs fois. Elle ne disait pas grand-chose en apparence, mais pour lui, c'était comme une bouée dans un océan trop long. Enfin, quelqu'un répondait. Quelqu'un venait. Il posa la tablette doucement sur la pile de dictionnaires, prit une grande inspiration et laissa tomber sa tête contre l'étagère derrière lui. Les larmes montèrent toutes seules. Pas des sanglots bruyants. Juste des larmes silencieuses, de soulagement après des semaines, ou peut-être des années à se battre sans être compris. Personne ne le vit pleurer dans cette salle. Et ce n'était pas de tristesse cette fois, c'était autre chose, un mélange de fatigue et d'espoir. Pour la première fois, Malik n'était plus seul à croire en lui. Quelqu'un avait dit « je viens », et ça valait plus qu'un prix ou une mention. Ça valait tout. 3 jours plus tard, alors que le soleil de fin d'après-midi projetait des lignes dorées entre les rideaux usés de l'espace quartier libre, la porte s'ouvrit calmement. Karim entra avec cette présence tranquille, posée, presque silencieuse, mais qui imposait tout de même un certain respect. Il portait un vieux sac à dos et un gilet beige élimé au coude. Ses premiers mots furent légers, mais disaient tout. « Je ne suis pas venu pour te sauver, mon gars. Je suis venu te rappeler qui tu es déjà. » Puis il tira une chaise en face de Malik et déposa un carnet plein de griffonnages et d'équations sur la table. Malik, un peu ému, hocha la tête sans rien dire. Dès le lendemain, ils s'installèrent dans la salle du fond, entre 2 grandes étagères. Le lieu n'était pas parfait. Un néon qui clignotait, des chaises branlantes, un peu de poussière partout. Mais pour eux, c'était une bulle. Là, les équations surgissaient, comme des paysages sur une carte. Karim guidait les séances à un rythme soutenu, sans jamais baisser la barre. Il posait une question, laissait Malik chercher, proposer, douter, corriger, puis ils reconstruisaient tout ensemble. « Tu ne fais pas ça pour plaire », disait Karim un soir, alors qu'il corrigeait une suite de dérivés. « Tu apprends parce que ça fait partie de toi. C'est pas une armure, c'est ton langage. » Peu à peu, Malik reprenait confiance. Au fil des jours, les doutes ne disparaissaient pas, mais ils faisaient moins de bruit. Le stress du test à venir pesait lourd, bien sûr, mais il était contrebalancé par cette énergie nouvelle, une sorte de paix intérieure née du fait d'être enfin accompagné. Karim ne donnait pas juste des explications. Il écoutait pour de vrai. Il validait chaque réflexion, même celle qui partait dans le vide. Ce que Malik trouvait dans ses rendez-vous, ce n'était pas seulement des réponses à des problèmes mathématiques. C'était comme si quelqu'un avait enfin mis un miroir devant lui et lui disait tranquillement « Tu vois ça? Tout ça, c'est toi. » Les équations devenaient des preuves de ce qu'il était vraiment. Pas parce qu'il fallait impressionner,
mais parce que c'était naturel, presque instinctif. Et chaque jour, il avançait un peu plus, non pas vers un concours, mais vers lui-même. Le matin de l'épreuve, le collège Paul-Éluard semblait étrangement calme. Les habituelles voix qui résonnaient dans les couloirs étaient comme étouffées, retenues par une tension invisible. Certains élèves chuchotaient, d'autres jetaient des regards curieux sans oser vraiment s'approcher. Malik, lui, marchait, d'un pas lent mais décidé, sa chemise blanche soigneusement repassée par sa mère la veille comme pour une occasion spéciale. Elle l'avait observé longuement sans dire grand-chose, puis lui avait simplement glissé son stylo préféré dans la poche, celui qui avait une petite fente au capuchon et qu'il utilisait depuis presque 1 an. On l'accompagna jusqu'à une salle à part, installée spécialement pour l'occasion. Les murs étaient nus, le tableau effacé, les bureaux bien espacés. Aucun signe des habitudes du collège, aucun rappel des remarques sèches de Madame Morel, aucune trace de ce qui l'avait abîmé. Juste une salle neutre, presque froide, où tout allait se jouer. Il s'assit à sa table, sortit calmement son stylo, respira profondément. 3 personnes étaient présentes au fond, un inspecteur de l'académie, une formatrice venue de Toulouse et Claire, restée silencieuse mais pleinement là. Elle lui adressa simplement un petit signe de tête. Ce fut suffisant. Le test commença. L'horloge posée, sur la chaise du surveillant semblait faire écho à chaque seconde en frappant fort dans le silence. Malik se concentra. Il fixa la première page, puis tourna directement à la fin. Une habitude qu'il avait prise avec Karim, commencer par les endroits les plus durs, là où il sentait que l'enjeu était réel. Sa main ne tremblait pas. Il réfléchissait en images, voyait les systèmes comme s'ils étaient déjà résolu dans sa tête. Il écrivait sans précipitation mais avec assurance. Le stylo glissait sur la feuille. Il ne suivait pas forcément les méthodes classiques, mais ses raisonnements étaient limpides. Chaque étape avait sa logique. Chaque formule naissait d'une pensée claire. Les évaluateurs, au départ sceptiques, commencèrent à échanger des regards. Il prenait des notes, lisait par-dessus son épaule, hochait de la tête. Quand la dernière minute sonna, Malik reposa son stylo. Il ne souriait pas, il ne levait pas les bras comme un vainqueur. Il avait juste les yeux posés sur sa copie. Fatigué, sûrement, mais calme. Il avait fait plus qu'un test. Il avait réparé, page après page, l'idée même qu'on se faisait de lui. La réaction ne se fit pas attendre. Dès que les évaluateurs terminèrent de corriger la copie, l'agitation se propagea. Le niveau de raisonnement que Malik avait démontré dépassait largement ce qu'on demandait dans un collège. Plusieurs des méthodes qu'il avait utilisées figuraient dans des programmes de 2e ou 3e année d'université. L'un des correcteurs, visiblement troublé, demanda à voir d'anciens travaux du garçon. Un autre suggéra de contacter directement la direction pour signaler ce qu'il venait de découvrir. Il n'y avait plus aucun doute. C'était du jamais vu. Monsieur Lemoine, le proviseur, fut prévenu dès le lendemain matin et aussitôt convoqua une réunion dans son bureau. Il fit venir Claire, Karim et les évaluateurs. Il ne savait pas trop comment gérer la situation. D'habitude, les choses suivaient leur cours sans vague. Là, c'était un raz-de-marée. Lorsque tout le monde fut installé, Karim prit calmement la parole. Il retravailla chronologiquement les derniers mois. Les heures passées à l'espace quartier libre, les exercices, les discussions, les progrès. Il décrivait Malik sans exagérer, mais avec une clarté qu'on ne pouvait ignorer. Ce qu'il a fait pendant cette épreuve n'est pas un coup de chance, dit-il d'une voix posée. C'est le fruit d'un esprit qui réfléchit depuis bien longtemps, même quand personne ne l'écoutait. Claire ajouta quelques éléments, soulignant les efforts de Malik depuis le début de l'année, malgré le manque de reconnaissance. Le moine, visiblement déstabilisé, prenait des notes sans trop commenter. Il comprenait enfin qu'il ne pouvait plus rester neutre. Très vite, la rumeur se propagea au-delà des murs du collège. Une journaliste de la radio locale appela pour demander une interview. On parlait de Malik à la mairie du secteur et même à la maison des sciences du campus d'Aix-en-Provence.
L'invisibilité qui, jusque-là, entourait le garçon, se fissurait. Comme un voile qu'on arrache d'un seul coup. Pendant ce temps, Madame Morel devenait de plus en plus discrète en classe. Les regards de ses élèves se posaient sur elle, pleins de questions qu'elle refusait d'affronter. Certains murmuraient, d'autres chuchotaient entre deux exercices. Elle continuait à enseigner comme si de rien n'était, mais son air figé trahissait la tempête intérieure. Le doute s'était installé, même derrière son ton autoritaire, et son silence devenait lourd. Quand Malik rentra chez lui ce soir-là, il poussa la porte sans faire de bruit, comme d'habitude. Mais à peine avait-il posé son sac qu'il vit ses parents l'attendre, debout dans le couloir, les yeux brillants. Son père, d'ordinaire assez réservé, ouvrit les bras. Sa mère le rejoignit presque en même temps. Ils l'enveloppèrent dans une étreinte longue, réconfortante, comme s'ils voulaient lui dire sans mots tout ce qu'ils ressentaient. Aucun d'eux ne parla tout de suite. Ils restèrent là, tous les trois, à respirer ensemble un instant presque irréel. Après, quelques minutes, ils s'assirent dans le salon, encore en silence, chacun prenant une tasse de thé que la mère avait préparée machinalement. Le téléviseur était éteint, les téléphones posés dans un coin. Tout semblait ralenti, suspendu. Ce n'était pas un silence vide, mais un silence plein. Plein de ce qu'ils avaient traversé, ensemble, sans toujours comprendre les mots, du garçon ni savoir comment l'aider. Et ce soir-là, quelque chose avait basculé, enfin. Sa petite sœur, Inès, qui jouait jusqu'alors dans sa chambre, arriva pieds nus, son doudou sous le bras. Elle monta, sans hésiter sur ses genoux, et le regarda droit dans les yeux. Avec ce sérieux un peu maladroit des enfants, elle déclara doucement « Moi, je veux être Sabine comme toi. » Malik sourit, la gorge serrée. Elle voulait dire « savante », évidemment, mais il n'osa pas la corriger. Ce mot-là, mal prononcé, valait plus que n'importe quelle mention, plus qu'un article dans le journal. C'était son trophée, à lui seul. Peu à peu, la routine de la maison se transforma. Les parents, qui jusqu'ici laissaient de l'école gérer les choses, commencèrent à s'impliquer autrement. Le père participa à sa première réunion au collège la semaine suivante. La mère ressortit les bulletins scolaires, feuilleta les cahiers de Malik, posa des questions. Ils ne regardaient plus leur fils comme un élève difficile à suivre, mais comme un être entier à soutenir. Ils prirent conscience que ce talent-là, qui avait longtemps été invisible pour tant d'adultes, avait besoin d'un entourage réveillé, attentif. Et cette étincelle qui s'était allumée dans leur salon ce soir-là, ils avaient décidé de ne plus jamais la laisser s'éteindre. La nouvelle éclata sans prévenir. Un matin, Claire trouva un petit bout de papier, glissé dans la boîte aux lettres de l'association PAR, celle qu'elle coordonnait avec d'autres bénévoles pour soutenir les jeunes en difficulté scolaire. Le message n'était pas signé, écrit à la main, sur une feuille froissée. À l'intérieur, une phrase unique. « Il faut faire quelque chose, il a des marques. Regardez la photo. » Agrafée derrière, une photo en noir et blanc, légèrement floue, montrait clairement ce que personne ne voulait croire. Des marques rondes, anciennes, comme des ecchymoses sur le dos d'un enfant. Claire resta plantée là un long moment. Elle reconnut immédiatement Malik, même si son visage n'apparaissait pas. Elle n'avait jamais vu ces marques, mais tout lui revint. Les gestes tendus, les silences, les tics nerveux. Il y avait sans doute toujours eu quelque chose sous la surface. En à peine 2 jours, l'image commença à tourner sur les réseaux sociaux locaux, sur les groupes de quartier, dans les discussions WhatsApp entre parents d'élèves, sur les murs virtuels des associations. Sauf que cette fois, il ne s'agissait pas d'un simple débat de méthode pédagogique ou de résultats scolaires. C'était une alerte grave. Des parents, jusque-là restés à distance, commencèrent à se regrouper. Certains décidèrent de se rendre ensemble au rectorat, d'autres demandèrent la suspension immédiate de Madame Morel. Les conversations s'enflammaient, mais toujours avec la même idée. On ne pouvait plus faire semblant. Placée sous enquête disciplinaire officielle, Madame Morel fut convoquée pour expliquer sa conduite.
Ses explications, autrefois pleines d'autorité, avaient perdu leur poids. Elle parlait sans la même assurance. Ses phrases devenaient des justifications bancales, parfois décousues. Elle évoquait le stress, les règles, le cadre rigoureux. Mais personne n'avalait plus tout sans réfléchir. À mesure que les jours passaient, la structure de pouvoir qui protégeait son comportement se fissurait. On ressortait des dossiers, d'anciens signalements jamais traités, des témoignages oubliés. Le silence institutionnel commençait à céder. Dans la salle des profs, on n'élevait plus la voix quand son nom était prononcé. Les regards se détournaient. Ce mur d'intouchabilité, construit au fil des années, tombait doucement. Pas d'un coup, mais pierre par pierre. Quand l'affaire prit une ampleur nationale, les choses s'accélérèrent brutalement. Un reportage diffusé un mercredi soir sur une grande chaîne résuma le parcours de Malik, les abus silencieux, les signaux ignorés. Pendant près de 5 minutes, la caméra montra un élève assis en silence, son visage flouté, pendant que s'affichaient à l'écran les mots d'élèves, de profs solidaires, de membres d'associations. C'était sobre, direct et suffisant pour provoquer un véritable électrochoc. Le lendemain, la direction du collège Paul-Éluard fut contrainte d'organiser ce que tout le monde appelait déjà la réunion de trop. Officiellement nommée Assemblée exceptionnelle pour dialogue éducatif, elle rassembla dans la grande salle polyvalente une centaine de personnes, parents d'élèves, membres d'associations éducatives comme pareux, journalistes, conseillers municipaux et même une représentante du rectorat régional venue de Marseille. Il y avait là des visages tendus, sérieux et pas mal de regards curieux. Tous les sièges étaient occupés et ceux restés debout s'alignaient contre les murs, carnet à la main. Claire fut invitée à prendre la parole assez tôt. Elle monta sur l'estrade avec quelques papiers entre les mains, mais parla sans vraiment les regarder. Sa voix, ferme mais sincère, traçait un lien clair entre l'histoire de Malik et celle d'autres enfants invisibles qu'elle avait croisés en 10 ans de terrain. Elle évoqua le système, le poids des habitudes, l'indifférence maquillée en neutralité. Elle ne criait pas, mais chaque mot touchait juste. Après elle, ce fut Karim qui s'avança pour poser sur la table le parcours en chiffres et en faits. Il montra les exercices, les notes, les progrès. Il parla du silence de Malik, de son courage, de la patience et surtout de l'intelligence que personne n'avait voulu voir pendant trop longtemps. À plusieurs moments, la salle entière retenait son souffle. Vers la fin, quelqu'un dans le public se leva pour demander comment on avait pu laisser passer ça aussi longtemps. Une autre personne ajouta que ce n'était pas seulement la faute d'un prof, mais d'un système entier. Des murmures approbateurs montèrent peu à peu, comme une vague discrète. Ce n'était pas juste de la colère, il y avait de la honte, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de l'élan. Un sentiment nouveau flottait dans la pièce, une envie de réparer. Sous la pression croissante de l'opinion publique, des médias et même de certains parents d'élèves mobilisés, la direction du collège Paul-Éluard annonça finalement un nouveau projet. Un programme pilote destiné aux élèves à haut potentiel, jusque-là laissés de côté. C'était la première fois que l'établissement reconnaissait officiellement qu'un accompagnement spécifique était nécessaire pour certains profils. Et sans grande surprise, le nom de Malik fut le tout premier inscrit sur la liste. Le programme, monté en partenariat avec une petite équipe pédagogique volontaire et l'appui de l'Université d'Aix-Marseille, proposait plusieurs axes. Un mentorat individuel 2 fois par semaine, des ateliers de recherche en sciences et maths, et, chose inattendue, des moments de tutorat inversé. Malik allait pouvoir expliquer, à sa manière, certains sujets à des groupes d'élèves plus jeunes, pas pour remplacer un prof, mais pour créer ces petits ponts qu'aucun manuel ne fabrique. Forcément, tout le monde ne trouva pas ça génial. Certains enseignants et même quelques parents trouvaient l'idée injuste. Pourquoi lui et pas d'autres? Pourquoi créer une exception, comme ils disaient? Mais la plupart n'osaient plus exprimer leurs doutes trop forts. Le climat avait changé et le silence devenait suspect. Et puis il y avait ce truc étrange que personne n'avait vu venir.
Malik, sans rien faire de spécial, avait commencé à attirer les autres. Ce n'était pas du charisme comme à la télé, c'était juste de la présence. Il n'interrompait jamais, ne critiquait personne, mais quand il parlait, tout le monde écoutait. Au fil des semaines, certains élèves, qui autrefois l'ignoraient totalement, commencèrent à lui poser des questions sur leurs devoirs. D'abord en chuchotant, puis directement. Il répondait sans mépris, posément, comme un copain tranquille. À la cantine, il s'assit un midi à une table libre. Quelques secondes après, 3 élèves vinrent s'installer sans qu'il les appelle. Puis, ce fut régulier. Leurs discussions tournaient souvent autour des équations, mais pas seulement. On parlait aussi de musique, de films, de jeux. Ce n'était pas la célébrité, non, c'était mieux que ça. Pour la toute première fois de sa vie, Malik se sentait à sa place. Pas toléré, pas excusé, juste, attendu, comme si sa présence comptait, pour de vrai. La réforme se mettait en place doucement, pas à pas. Rien de spectaculaire au début, juste une nouvelle manière d'aborder les cours, quelques formations pour les profs, un espace repensé dans la bibliothèque pour offrir des coins de travail adaptés aux projets personnels. Mais surtout, un projet artistique prit vie dans les couloirs du collège Paul-Éluard, porté par un groupe d'élèves motivés, avec l'accompagnement de 2 artistes de la région, venus animer les ateliers. L'idée était simple. Donner de la couleur aux murs, tout en rendant hommage aux personnes et histoires que l'école avait longtemps ignorées. Chacun pouvait proposer une figure ou un récit à mettre en lumière. Des grands-parents ayant vu la guerre, des figures militantes, des anonymes du quartier ayant marqué les mémoires, et même certains élèves du collège. Chaque fresque racontait un bout de vérité qu'on n'étudiait pas dans les manuels. Sur un des murs, pas loin des escaliers du premier étage, Malik apparut. Dessiné de profil, il semblait regarder vers le haut, vers un ciel où flottaient des constellations, des chiffres, des plans de fusées gribouillés à la craie, entourés d'équations. Une suggestion venue de Samira, une élève de 3e, qui avait participé à tous les ateliers depuis le début du projet. Le jour où le panneau fut terminé, Malik n'avait pas été informé à l'avance. Il allait en cours d'anglais et s'est arrêté net en passant devant la peinture. Il vit d'abord les étoiles, puis il comprit. C'était lui, son sweat à capuche, son profil discret, même ses lunettes posées sur le front, juste au-dessus de lui. On avait écrit en lettres simples « Toute lumière mérite son espace ». À côté, on reconnaissait d'autres figures, Aimé Césaire, Angela Davis, Thomas Sankara, des visages qui lui rappelaient des livres entamés mais jamais terminés. Il resta silencieux, une respiration bloquée dans sa gorge. Il ne savait pas vraiment s'il méritait d'être là, parmi ces noms-là. Mais quelque part, ce n'était pas seulement lui qu'ils avaient peint, c'étaient tous les jeunes qu'on ne voyait pas, tous ceux qu'on avait pris pour une gêne. Il comprit alors que ce combat dépassait ses notes, ses réussites. C'était une place réclamée pour chaque intelligence confondue, avec du bruit. Peu à peu, sans faire de bruit, Malik avait trouvé son espace. À la bibliothèque du collège, pendant la pause du midi ou parfois après les derniers cours, il avait commencé à recevoir quelques élèves plus jeunes. Ça avait commencé avec un seul, venu timidement lui demander un coup de main sur un exercice de géométrie. Le lendemain, ils étaient 3, puis 5. C'étaient toujours les mêmes tables au fond, près de la grande vitre donnant sur la cour. Les élèves arrivaient avec leurs cahiers ouverts, stylos en main, et surtout une chose qu'il n'avait pas souvent vue diriger vers lui, de l'écoute. La documentaliste, Madame Lopez, n'avait rien dit les premiers jours, mais elle observait. Elle avait vu cet espace naître presque sans qu'on le décide. Elle avait simplement déplacé un panneau, espace d'aide, encadré par les élèves, pour les élèves, et depuis, personne n'y avait touché. Malik ne se mettait jamais debout pour expliquer. Il ne levait pas la voix. Il s'asseyait, à leur côté, relisait les consignes avec eux, posait des questions avant de donner des réponses. Il les écoutait vraiment. Il comprenait que pour certains, ce n'était pas les chiffres le problème, mais le regard qu'ils croyaient que les autres posaient sur eux. Un jour, en entrant dans la bibliothèque, il s'arrêta net en voyant
Sa petite sœur, Inès, assise tout devant, son petit dos droit, ses pieds qui ne touchaient même pas le sol. À peine l'avait-elle vue qu'elle leva la main, comme si elle était en classe. Elle tenait un carnet qu'elle avait décoré elle-même avec des autocollants de fusée. Quand il s'approcha, elle lui chuchota « Je suis là tous les jours, hein, même si tu ne fais pas de vrais cours. » Et elle lui montra sa copie de lignes de nombres. Lui, il rit doucement, puis il s'installa à côté d'elle. Ce n'était pas seulement des maths qu'il partageait, il le savait. C'était l'idée que chaque idée, même formulée lentement, valait d'être entendue. Chaque voix, même timide, avait sa place. Et à force de les voir se redresser, poser des questions sans peur, il sentait quelque chose grandir aussi en lui. Il ne brillait pas parce qu'il était devant les autres. Il brillait parce qu'il était, enfin, là où il devait être, chez lui.